Soyez tous les bienvenus à cette autre émission de la course Destination Monde. 5e semaine de course, radieuse pour certains, mais un petit peu plus dure pour d'autres. Je vous en reparlerai tantôt, mais de toute façon, croyez-moi, c'est pas du téléroman. Les joies comme les pleurs sont bien réelles. Vous pouvez continuer de nous écrire, on tient toujours compte de vos commentaires et aussi de vos questions. Il y a Mme Yolande Martin qui se demande si les films doivent avoir une durée variable. Tous les films font en moyenne 4 minutes 25. Et pour répondre à plusieurs, je vous dirais que jamais, mais au grand jamais, les juges ne se consultent pendant le visionnement. Si les notes sont à peu près pareilles, c'est que ça donne comme ça. Aujourd'hui avec nous comme juré, Marc Caillé. Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Christiane Charette. Bonjour Pierre. Et Jean-Pierre Masse. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Alors ça y est, allons-y. Bon, ben là, je pense que je peux pas être plus en Papouasie que ça. Je pense que j'ai vraiment trouvé les papous. Eh ben oui, Jennifer Allen est chez les Papous. Elle a quitté Manille pour atterrir à Port Moresby. Et comme si c'était déjà passé d'être au bout du monde, elle a décidé d'aller au centre du bout du monde, à Mount Hagen. En raison de sa superficie, la Nouvelle-Guinée est, après le Groenland, la 2e île du monde. Une île divisée en deux. Il y a tout d'abord l'Irien, ou Nouvelle-Guinée occidentale, qui est rattachée à l'Indonésie depuis 1963, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a été administrée par l'Australie de 1906 à 1975, date d'accession à l'indépendance, une indépendance toute relative. Quand je suis arrivée en Papouasie, j'ai eu un choc. Et quand j'ai sorti ma caméra et mon trépied, j'ai eu un autre choc. Stop. Tout ça, c'est du folklore. La Papouasie, c'est beaucoup moins drôle que ça. À Mount Hagen, la situation frise la catastrophe. Je pensais voir des tribus primitives. J'ai trouvé des papous qui mangent des grosses frites australiennes. Je voulais voir de la danse et des chants. Il n'y avait que des guerres de tribus et des cadenas sur les portes. L'exotisme colonisé a atteint son apogée. Les Australiens contrôlent tout. Ils sont contents. En 50 ans, ils ont réussi à faire de cette terre pure et bien portante un bidonville gigantesque où l'esclavage m'est astucieusement dissimulé. On me défend de marcher seul dans la rue. Les rascals attaquent n'importe où, n'importe quand. Sans emploi, ces indigènes urbanisés reviennent dans leur village semer la terreur. Les hôtels et les restaurants accumulent les faillites. Les gens se cloîtrent. Après 6 heures du soir, la ville est déserte. Roméo a 40 ans. Il est philippin. Il s'est fait catapulter en Papouasie par une compagnie d'épuration d'eau. On lui avait dit qu'il rentrerait chez lui après 1 an. C'est sa 7e année à Mount Hagen. I'm alone right now. Why? Well, actually I just brought my family back home in the Philippines. Why? Well, partly for security reasons. À 4 heures, sa journée est finie. Il rentre. Il s'enferme chez lui et obéit religieusement au couvre-feu qui écrase la ville. Usually I relax for a while, drink some coffee, and sometimes I go out to my friends to have some talk with them because it's boring to be alone here every day. So sometimes I go out, but most of the time I stay at home. S'il a renvoyé sa famille dans son pays, c'est que ses employés, insatisfaits de leur salaire, menaçaient de violer sa femme. Mais à qui la faute? Il n'est lui-même qu'un salarié moyen,
et n'attend qu'une chose, rentrer chez lui. Well, maybe around 1994 if I can finish my contract. S'il était blanc au moins, il aurait accès aux associations ou pourrait être membre de clubs privés. Mais il fait partie de cette petite communauté philippine établie en Papouasie qui n'a aucun passe-droit. Comme lui, les Papous sont seuls. Mais ils essayent de demeurer Papous en perpétuant le rite des Sing-Sing. L'espace d'une journée, tout le monde parle le même langage. Mais après la fête, le chaos reprend. Le petit pays en voie de développement qui importe 70% de ses biens de consommation se croit sur la route de l'autosuffisance. Quelle blague. Ici, les gens ne savent pas leur âge et achètent encore une femme pour 12 cochons et quelques boîtes de sardines. On a la preuve que c'est pas parce qu'on sera au bout du monde que l'exotisme est forcément au rendez-vous. Jean-Pierre, qu'en penses-tu? Jennifer fait une très belle course, à mon avis. Moi, j'aime beaucoup ça. Voici pourquoi. Elle commence par la situation folklorique, je peux m'exprimer ainsi, des Papous. Et là, on voit la vraie situation dans la vie quotidienne. Mais le portrait du Philippin est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui est mieux nanti. Mais sa solitude nous fait comprendre davantage la solitude du groupe qui l'entoure. À appréciation, j'ai mis personnel à 4 sur 4. Ce qui me frappe là-dedans particulièrement, c'est le ton. C'est humble, c'est pas justicier, c'est pas revendicateur. Puis il y a des plans inoubliables, je pense, quand il regarde la télé, le dernier plan du Papou qui fume. Marc, qu'en penses-tu? Ben, moi, la démarche que j'aime beaucoup là-dedans, c'est souvent, à la télévision, on nous sert et on nous resserre du documentaire où on cache les caméras, où on cache souvent aussi la réalité pour nous montrer l'exotisme. Et on nous en repasse ça sans cesse et sans cesse à la télévision. Ici, et c'est ce qui arrive souvent quand on arrive, la grande déception de l'exotisme, il y a une cassure et elle décide de l'exploiter. Puis pour ça, j'ai embarqué. Par contre, je trouve qu'elle fait une promesse qu'elle ne remplit pas en disant la mort d'un Papou colonisé, en s'attardant sur un Philippin. Christiane. Oui, je trouve qu'elle a des choses très, très fortes. Bon, son contraste au début, on voit les Papous, là, ce qu'elle appelle le folklore, puis on s'attend pas à ça. Tout à coup, on voit l'environnement urbain, une certaine décadence. C'est encore plus fort à cause du contraste. Elle revient à ces images à la fin des Papous qui dansent, et là, on les voit comme dans un spectacle avec les autres gens qui les regardent. Le contraste, je trouve, est très fort, dit tout. Désolé, Christiane, oui. c'est un peu pas tout le temps. Vous me censurez? Mais oui, la note. Je lui mets 17. 17, Jean-Pierre. 17. 17, Marc. 16. 16 pour un total de 50 donc pour la mort d'un Papou colonisé de Jennifer Allen. Vous connaissez la mefloquine, c'est cette fameuse pilule contre la malaria que doivent prendre les concurrents chaque semaine. La malaria ne se contracte pas dans les grands centres mais bien dans la brousse. Mais par mesure de sécurité, pour que le traitement soit efficace, ils ne doivent jamais interrompre ce rythme hebdomadaire. À ce jour, 4 sur 8 ont eu des malaises. On vous en a déjà parlé, la preuve c'est qu'il y a même un médecin, le docteur Guy Lonergan, qui a tenu à apporter certaines précisions. Pour la course cette année, on a utilisé la mefloquine en prévention de la malaria parce que c'est le médicament le plus efficace. Ses effets secondaires sont plus importants, mais il reste que la majorité des voyageurs ne présentent aucun effet secondaire. Il y a peut-être 20% des concurrents qui vont présenter des nausées, des étourdissements, des phénomènes désagréables, mais qui n'empêchent pas de fonctionner. Il y a un petit nombre, peut-être un voyageur sur 10, qui va présenter des effets secondaires assez importants pour empêcher de fonctionner. Et il faut faire attention de ne pas tout attribuer à la mefloquine. Si par exemple quelqu'un a une grippe ou une gastroentérite, ce n'est pas nécessairement à cause de la mefloquine. Les gens parlent deux langues, non? L'anglais et le français. Oui. Et la langue officielle, c'est le français ou c'est l'anglais? Alors là, la réponse dépend toujours de la personne à qui vous posez la question. Pour sa 4e semaine en Afrique, Marc ne savait pas trop quoi faire et c'est là qu'il entend parler d'un sultan qui habite à Zinder. Zinder est une ville située à 900 km de Niamey, la capitale du Niger. Mais comment faire pour entrer en contact avec un sultan? Rien de plus simple que de consulter l'annuaire téléphonique. Un autre qui viendra grossir la collection de Jean-Louis Boudou. Alors à la page 51, on le retrouve, le sultan, son palais et le numéro de téléphone. Marc nous a dit
C'est un gros pacha qui fait pas grand-chose dans la vie, mais qui est bien correct pareil. Alors on regarde ça. Féodalité. Ce mot a quelque chose d'obscène, disait Montesquieu, disons. Moi, je dis que ça a quelque chose de fort sympathique. Il est 8 heures à Zinder, petite ville du Niger située à 1 heure de tapis volant du Tchad. Un plan d'ensemble de la vieille ville nous montre le rempart de 10 mètres de haut et encore plus en épaisseur qui entoure la ville. Selon la légende, on y aurait emmuré 3 filles vierges et 4 Corans. Le sultan est un homme heureux. Ce matin, en l'honneur du blanc, en l'occurrence votre serviteur, il a réuni toute la cour et enfilé son boubou royal. Ce souverain éclairé, comme il se décrit lui-même, me présente notable, griot, archer, gardien, tous venus assister à la réunion hebdomadaire de la sous-préfecture. Ils sont plus de 300. Des dignitaires, des pensifs, des sérieux, des souriants et d'autres, franchement cabotins. Je suis donc le 22e sultan. Donc, ce qui monte donc à 1700 et quelques. Le sultan Aboubakar Sanda est le chef des musulmans de la communauté Haoussa et un fier descendant du grand sultan Tanimoun, qui fut à son époque l'homme le plus puissant d'Afrique de l'Ouest. Avec une armée de 12 000 soldats, ce tout-puissant n'avait que faire de l'abolition de l'esclavage et jusqu'en 1906, il attaquait régulièrement ses propres villages, question d'y prendre quelques hommes et ainsi renflouer les coffres de son père. C'était la seule façon, me dit son Altesse, d'entretenir ses 300 femmes et 150 enfants. Ouais, bien sûr, j'ai dit. C'est l'heure du déjeuner. Ah non, on ne filme pas un sultan qui mange, c'est interdit. Il me quitte et me suggère une visite de la mosquée. En suivant le guide, le guide, le guide, en suivant le guide, c'est fou ce qu'on apprend. Tandis qu'il dévide, 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 tandis qu'il dévide son petit boniment. Les rois, les reines, les princes, les favoris, les louis, les gens, les Claude, les Marguerites, vos livres, enfin, les plus croustillants secrets. Alors n'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Le sultan est enfin de retour de dîner. Je soupçonne Sa Majesté d'avoir grand appétit. En Afrique, on respecte les hommes de forte corpulence et les femmes les préfèrent. Tiens, ça me fait penser. Sa Majesté, vous, pour les femmes... Quant à moi, par exemple, compte tenu de la civilisation et du modernisme, donc je me suis donc contenté des 3 femmes. Dans la salle d'audience, le sultan consulte le catalogue Cadillac. Ah, les voitures américaines. Bientôt, il arbitrera une affaire de divorce. Le roi se déclare fatigué. Un royal bâillement de fin de journée me fait comprendre qu'il est temps de prendre congé. Allez, au revoir, Sa Majesté. Allez, que dire de ce sultan? J'ai trouvé ça très bon. Il y a beaucoup d'humour, il y a vraiment un style dans sa manière, la narration, il y a un ton, c'est comme les contes. Et puis il ponctue son film avec l'heure, comme ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Oui. Il y a beaucoup d'humour là-dedans, il y a des images très fortes, comme les chauves-souris tout affolées, ça nous marque toujours. Et puis après ça, on passe au cheval, complètement immobile. Il fait ressortir la beauté des visages, la beauté des gens. Il nous montre l'endroit du dehors au début, du dedans. J'ai plein de choses à dire là-dessus, j'ai vraiment trouvé ça très bon. Bravo. Marc?
Oui, pour en finir une fois pour toutes avec le misérabilisme à l'africaine et les numéros de téléphone au bas de l'écran, je pense que là, il réussit très bien. Il trouve la féodalité fort sympathique, et moi aussi, je la trouve sympathique, comme il la raconte. Puis débarquer dans un endroit comme ça, dans un village à l'autre bout du monde, en une semaine, c'est pas toujours évident là, de saisir un univers et de le rebâtir, mais je trouve qu'il y arrive très bien. Jean-Pierre. Moi, j'ai des réserves. Je trouve que Marc a trouvé son style, mais qu'il n'a pas encore trouvé son équilibre. D'ailleurs, il y a deux catégories dans la course. Il y a les journalistes et les auteurs. Lui, c'est un auteur, et ça prend 7-8 semaines avant de trouver là, que la rivière ne fasse son nid. Ce qui m'agace un peu avec lui, c'est que par moment, son sujet devient un marchepied. Par exemple, je trouve ça le fun, l'histoire de la mosquée avec la musique. Mais quand arrive le coup des divorces, ça vient, à mon avis, dévaloriser tout le reste et ça baisse d'une coche. Et tu lui donnes combien? 15. 15. Christiane? 18. 18. Et 18. Et 18 pour un total de 51 pour ce reportage de Marc Forgette, une journée dans la vie du sultan. Tahiti, un petit coin de paradis tout vert que j'ai bien aimé. Après l'Amérique du Sud, Gérald a fait le saut jusqu'au cœur du Pacifique Sud pour atterrir à Tahiti. Il est hébergé par des frères québécois, les frères du Sacré-Cœur qui dirigent une école où les élèves sont pensionnaires. Et après avoir obtenu l'autorisation du père supérieur, il est parti avec l'un de ses élèves pendant 4 jours pour se retrouver à 300 km au nord de Tahiti. Tahiti, un petit coin de paradis tout vert que j'ai bien aimé. Cependant, pour y tourner un film, ça me semblait un peu trop européen à mon goût. J'ai alors décidé de me rendre jusqu'aux îles Tuamotu, un peu plus au nord, où j'ai couché sur une île déserte suite à une aventure abracadabrante. Là, je pouvais avoir une vision un peu plus réaliste de la Polynésie. Depuis le début des années 70, alors que les Français ont décidé de faire des essais nucléaires dans le Pacifique, l'île de Tahiti a été littéralement transformée selon les standards européens, afin de satisfaire au moindre petit caprice de la marine française. Mais sur plusieurs autres îles polynésiennes, le style de vie n'a pas tellement changé. Dans l'immense lagon de Rangiroa, je me suis rendu dès l'aube sur une île qui jusqu'à tout récemment était encore déserte. Il paraît qu'on peut vivre sur ces îles simplement en mangeant du poisson, en ayant des bananes pour dessert et en buvant le lait des cocotiers. Une famille était en train de s'y installer. On s'affairait à construire la maison. Enfin, voilà, j'étais face à ces vrais Polynésiens. Des gens pour qui traditions et coutumes semblaient passer avant tout. Ici, ils pouvaient vivre en toute quiétude. Certains auteurs français se sont permis de tenir des propos illicites au sujet des insulaires polynésiens. Entre autres, ils étaient lents et plutôt paresseux. À ceux qui aimeraient à nouveau citer pareille chose, on leur conseille d'aller passer une année entière sous la chaleur des tropiques avant de publier un livre. Suite à ces remarques, n'est-il pas normal que les Polynésiens demeurent passifs et méfiants face à leurs colonisateurs? Tupae! Le cadet de la famille se tenait à l'écart plutôt que d'aider les autres. Il m'a invité à le suivre dans ce qu'il appelle son univers. Au fil des ans, le style de vie a à peine changé sur certaines îles isolées de la Polynésie. On y passe ses journées comme dans un rêve. Mais pour plusieurs, le rêve est déjà terminé.
Constatons que le rythme des îles n'est pas le même qu'en studio. Non, donc il faut se ralentir considérablement pour ce film. Écoutez, oui. Se ramasser dans un Éden comme ça, ou retrouver un Éden, j'imagine que c'est très agréable dans le courant de la course ou à un autre moment. D'en trouver, d'abord, c'est difficile d'en trouver. Mais je parlerai surtout de la fin du film. Je trouve la fin tellement titanesque, tellement gigantesque. Je ne sais pas ce qu'il veut essayer de nous dire, que la bombe atomique fait porter des lunettes aux gens qui écoutent du heavy metal. Je ne sais pas trop, mais... Jean-Pierre, est-ce que tu sais quelque chose? Non, moi, le point positif que je trouve, c'est que cette émission-là, c'est pas un ciné-club où on présente des bons documentaires uniquement. Il y a une question de voyage, d'aventure. Et Gérard, il nous fait visiter quelque chose. Bon. Il nous fait partager à quoi il paradis perdu. Sauf que ça demeure limité, quoique j'aime beaucoup sa remise en question finale. Ouais. Mais poisson, banane et lait de coco, c'est magnifique. Christiane. Ça me déçoit assez, ce film-là, mais quand même. Au début, je trouve que c'est bien parce qu'il situe l'île par rapport aux autres îles autour. Alors, on comprend un peu le contexte. Je trouve, par contre, qu'il veut montrer une longueur et qu'il ne va pas assez loin. Ça manque de dynamisme, mais ça pourrait manquer plus de dynamisme. Ça deviendrait autre chose. Ça irait plus loin. Ça manque ça. Aussi, il y a trop d'images qui disent toutes la même chose. Je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses dans ça. Puis la fin, alors là, bon, complètement parachutée. Vos notes. Oui. Quelles sont-elles? Moi, ça fait 13. 13. Moi aussi, 13. 13. 13. 13. Pour un total de 39. Le Vietnam, ça ressemble à la carte du Vietnam, mais grandeur nature. Quand il nous donne ces nouvelles, Jacques a souvent tendance à faire son autocritique, jugeant très sévèrement tout ce qu'il fait, mais il garde aussi son sens de l'humour. Il nous disait l'autre fois, je me sens comme le peintre des Tanins qui devait peindre une toile pour chaque édition. Enfin, toujours est-il qu'il est au Vietnam, l'un des derniers régimes communistes avec la Chine et Cuba. On ne rigole pas avec la censure là-bas. On a visionné ses cassettes pour lui remettre scellé avec interdiction d'y toucher avant d'avoir franchi la frontière. C'est après avoir rencontré un jeune qui faisait du cyclotaxi qu'il a eu l'idée de son sujet. Je me sens vraiment bien ici à Saïgon. Il y a plein de petits restaurants français où on parle encore le français. Dans les bureaux gouvernementaux, ça sent la colle de prématernelle et puis ça ressemble au repère des méchants dans Mission Impossible. Et puis, ah oui, à l'aéroport, j'ai vu un Français se faire confisquer ses cassettes de Bergman et de Cousteau. Puis moi, j'ai eu passablement de misère à faire passer mon figurant japonais, puis il va m'être très utile pour les 5 ou 6 semaines à venir encore. Alors, le Kim Do de Saïgon, hôtel mythique de la guerre du Vietnam. Un vieil ascenseur condamné, une étrange odeur comme un mélange d'arômes de militaires au pH déséquilibré et de parfums féminins bon marché. Et puis il y a ce bruit. Saïgon, c'est aujourd'hui Ho Chi Minh Ville. On dirait que rien n'y a été construit, réparé et entretenu depuis le départ des Français. Et je trouve ça très joli. Je suis mythomane, vous l'ai-je déjà dit? Devant et derrière ces panneaux où paysans, ouvriers et soldats construisent ensemble, la main dans la main sur fond de fusils roudentés et gerbes de riz, c'est le flot des vélos et des motos, les rois de la route ici. On a dû souvent leur répéter que les bicyclettes avaient gagné la guerre face aux bombardiers américains. Lui, il s'appelle Kung. Il gagne sa vie. Pour lui exprimer mon amitié, je lui fais une simagrée que je juge bouddhiste. Mais Kung est un bon chrétien et catholique en plus. Notre difficulté à communiquer fait mon affaire. Ça m'évite d'avoir à lui poser un tas de questions et d'endurer un récit probablement pathétique. Et moi, je lui épargne mes flashs de graffiti comme celui-ci. Chez nous, quand la police elle bloque une rue, c'est pour faciliter les tournages ou pour laisser passer la manifestation. Kung s'accroche à moi avec une énergie qui m'impressionne. Encore un peu et mon ombre m'a fait une scène de jalousie. Si mon père avait fait le Vietnam et n'était pas ce modèle de fidélité conjugale, je coifferais assurément mon cyclotaxi du titre de Big Brother. Mais Kung n'a que la peau et les os et puis on a le même âge. Moi pour plus longtemps que lui. Je viens d'ingurgiter ce qui met une semaine à pouvoir se payer et je ne ressens pas le moindre sentiment de culpabilité. Pour lui, je suis le rêve incarné et on ne détruit pas les mythes. Pour vos beaux yeux, je lui aurais bien préféré un de ces taxis dont le ronron du moteur est germanique. Mais autant présenter ma maîtresse à la mère de mes enfants. Un malaise indéfinissable pèse sur cette ville. C'est qu'ici, il n'y a pas si longtemps, on a connu autre chose. Au nord, ils n'ont connu que le communisme, puisque là aussi, on ne vit pas très vieux. Mais ne comptez pas sur moi pour vanter les vertus du capitalisme. On le pratique comme on peut à Saïgon et de façon plus ou moins illicite. Et si on chantonne pour soi les mots qui manquent à ces airs instrumentaux d'Europe et d'Amérique, le petit commerce est étalé au grand jour.
Cet orphelin d'un conflit omniprésent qu'il n'a pourtant pas connu vend des morceaux de liberté en échange de quelques sous. Au Kimdo, les savonnettes à peine utilisées sont aussitôt remplacées par de nouvelles. Il paraît qu'on les négocie aux portes des hôtels. Et Kung partage sa recette avec les copains. Mon nouvel ami ne me dit pas tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non, toi tu ne me dis pas tout. La lettre qu'il m'a remise hier pour un copain d'un autre monde n'avait pas du tout piqué ma curiosité. Et s'il l'avait fait traduire par un autre cyclotaxi? Ça fait longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles. J'ai donné cette lettre à un ami canadien qui te l'enverra. J'ai vendu mon vieux cyclo et je suis obligé d'en louer un au mois. Tu sais l'hôtel Kimdo où tu as habité et où je travaille? Ils sont en train de le détruire. Cher Kung, ton pays, je n'aurai pas de problème à le quitter. Mes images ne sont en rien clandestines. Mais c'est un peu moins libre que je le ferai. Jacques, c'est mon nom. Alors Jean-Pierre, premier commentaire. Bon, je me suis pas ennuyé une seconde. Et puis, par moments, j'ai vraiment l'impression d'être à Saigon. Mais c'est pas du reportage même dont je veux parler de Jacques Blondin. Je trouve que c'est très métaphorique de son état d'âme actuellement. Cette amitié dans laquelle il ne se compromet pas avec le cycliste qui est là, c'est un peu son état d'âme dans la course. Il ne plonge pas encore. Il nous fait des confidences, il nous provoque, il s'enrage après lui-même, il ouvre plein de pistes, mais il n'a pas encore plongé. Il est sur le bout là, du plongeoir, il va falloir qu'il saute dans l'eau et à ce moment-là, il va décoller vraiment dans la course. Christiane. Moi, je trouve que c'est vrai, son commentaire est personnel, c'est provoquant, moi j'aime ça, mais des fois c'est ambigu, son point de vue est ambigu, j'avoue que des fois je sais pas juste ce qu'il veut me dire. Je trouve qu'il y a des bonnes choses là-dedans par contre. Il veut nous montrer la ville et un personnage dans la ville et il choisit la bicyclette qui est représentative et quelqu'un sur la bicyclette. Ça, je trouve que c'est brillant et le gros plan là, où on voit le visage déformé, puis en même temps ça avance vers nous, ça j'ai trouvé ça très fort. Il y a des choses que j'aime, mais j'ai une ambivalence. Marc. Ouais, c'est aussi l'histoire d'une amitié de voyage. Il fait même le parallèle avec un autre qui serait déjà passé avant, à qui le cycliste voudrait envoyer une lettre et lui va la ramener. Et c'est des choses qui se perdent, qui s'éteignent tout le temps. Et en même temps, il porte un regard sur Saigon que je trouve particulièrement intéressant. C'est pas les grosses généralités sur le communisme et sur le capitalisme, c'est vraiment un regard personnel. Ta note? 16. 16. Oui, 16. Moi, je suis à 15. Et à 15, donc pour un total de 47 pour Angle mort de Jacques Blondin. Sophia a eu une semaine particulièrement éprouvante. De l'Équateur, elle débarque à Sao Paulo, au Brésil. Et elle rencontre un homme qui lui offre alors l'hospitalité et son aide. Mais à partir du moment où elle a été en contact avec cet homme, sa semaine n'a été qu'une suite de malheurs. Elle s'est d'abord fait voler 75 $. Elle arrive chez lui pour assister à une sérieuse scène de ménage. Elle va tourner son film, elle revient, il n'est pas là. Elle décide de sauter le mur. Son sac contenant caméra cassette tombe dans la piscine. Alors c'est le cas de le dire, son film est à l'eau, et puis elle aussi parce qu'elle doit quand même récupérer son matériel. Mais comme là-bas c'est la fin de l'hiver, elle prend froid, elle couche dehors. Le lendemain matin, lorsqu'arrive enfin le fameux monsieur, elle est comme envoûtée, elle a un peu peur, il lui dit que sa maison est hantée et qu'il a retrouvé une grenouille morte, les lèvres cousues de fil rouge avec sa photo à l'intérieur. Elle quitte Sao Paulo pour Rio, où on lui a fait parvenir une autre caméra en 24 heures. Les douanes sont en grève. Bon, j'arrête ici, je vous raconterai la suite la semaine prochaine. Vous comprendrez qu'elle n'a pu nous faire parvenir de film. Elle nous offre plutôt un sujet qu'elle avait tourné lors des épreuves de sélection. Surtout quand je rencontre des Montréalais en congrès à l'étranger, comme en Allemagne ou à Caracas. Alors ils voient ici à Bel-Edmond, Val-d'Or. Alors là, c'est l'étonnement. Val-d'Or! Qu'est-ce que tu fais là à Val-d'Or? Ben oui, avec un doctorat en psychologie de la Californie, des livres publiés, des offres pour aller travailler dans des grands centres. Pourquoi vous décidez de rester à Val-d'Or, M. Edmond? Pourquoi tu restes en Abitibi? Pourquoi tu n'es pas dans le milieu culturel de Montréal, là où sont les autres auteurs, là où pullulent les artistes? C'est sûr, je me fais demander ça tout le temps. Ça semblerait plus logique, en effet, Mme Jeanne-Mance-Delisle, si vous vous rapprochiez de Montréal, des gens qui font la même chose que vous, du TNM, du Katsu, où vos pièces sont montées. Si je disais que j'arrivais de New York, on regarderait mon texte. Si je dis que j'arrive d'Abitibi, on le regarde pas tout de suite, merci. Même chose pour vous, Margot Lemire. Pourquoi rester à la Motte alors que même Montréal, c'est difficile pour les poètes? Abel, Jeanne-Mance, Margot ont décidé de rester ici, même si à l'inverse, la plupart des Abitibiens, ils avaient le choix d'aller ailleurs. Abel, Jeanne-Mance, Margot, 3 voix du bout du monde, 3 voix pour essayer de comprendre l'Abitibi.
L'Abitibi, c'est le dernier endroit où on pense à aller quand on visite le Québec. C'est à 6 heures d'Épinette Noire de Montréal. C'est un climat austère et imprévisible. C'est un endroit d'où l'on s'en va, faute de ressources. C'est le plus haut taux de suicide du Québec. Et ce pays-là était bâti à force d'espoir. Alors, bien sûr, la désespérance est forte parce que l'espoir était tellement grand. Tu sais. Tout est à construire, tout est à bâtir, et il y a cette tendance de pionnier, si vous voulez, qui est fort intéressante. Parce qu'ici, ça sent encore la sueur des pionniers. Tu sais. Et ça a développé une mentalité chez leurs enfants de voyageurs, de nomades. Nous avons traversé des continents, des océans sans fin, sur des radeaux pressés de rêve. Et nous voici devant vivant, fils de soleil éblouissant, la vie dans le reflet de plaie. Notre paysage intérieur, notre voix intérieure parle très fort ici. Alors, on est toujours confronté à soi, tout le temps. Il n'y a rien pour nous distraire, tu sais. C'est le pays de l'or, l'Abitibi. Hein? Et je suis assise sur l'or. Pourquoi je m'en irais? C'est bon de partir pour un certain temps, c'est bon aussi de revenir. Et cette alternance chaud-froid, si vous voulez, ça fait comme un sauna et ça nous donne de l'énergie. Je dirais puissance, violence, volonté extrême, tout le temps extrême. Si je ramène ça à mon écriture et que je te dis que l'or, c'est le symbole de l'éternité, je trouve que rester ici, dans ce pays-là, ça donne un goût pour l'éternité, pour l'immortalité. Abitibi, seuls les poètes, les troubadours, les pionniers de tout Acadie, les idéalistes, les fous, veulent habiter ce pays si vaste que les voix intérieures se répercutent en écho, où le langage intime crie plus fort que les 1000 dynamitages des hymnes, où la mémoire s'efface dès qu'on se vire de bord. Alors, Christiane, pour commencer. J'ai trouvé très habile le portrait d'un pays par les gens, par les paysages, la forme de la question répétée, j'ai trouvé ça bien. Ces personnages sont bien choisis, ils sont passionnés. Elle introduit des éléments vivants, elle garde les moustiques, la pluie. Ça, j'ai trouvé que c'était comme la nature qui parle. Et puis, son montage est très bien fait. Non, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Bon, Marc. Oui, disons que j'ai peut-être... j'abonde dans le même sens, mais en même temps, j'ai des petites réserves sur la qualité des images et tout ça. C'est un peu radiophonique comme démarche. Ce que Jean-Pierre aime dire d'ailleurs assez souvent. Mais c'est vrai que c'est une démarche assez radiophonique. Il y a des phrases que je retiens comme 6 heures d'Épinette Noire et tout ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est aussi exotique des fois d'aller en Polynésie ou comme on l'a fait aujourd'hui. On connaît pas l'Abitibi. Jean-Pierre. C'est radiophonique, mais c'est de la très bonne radio. Radiophonique, là. OK. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir un film sur l'Abitibi avec un film sur le Niger, Tahiti, puis là, il y a la Bolivie qui s'en est. Ça nous permet de voir l'Abitibi dans un autre contexte. Ouais. Bon. Dire que j'apprends quelque chose sur l'Abitibi, c'est faux. Ça, je savais. Mais les gens qui sont là, ce sont des gens d'une telle qualité, d'une telle passion, d'une telle vitalité, que c'est comme une révélation. Moi, je les aurais écoutés pendant 20 minutes. Et tu donnes combien? 16. 16. 17. 17. 15. 15 pour un total de 48. Un contrat d'1 an en réalisation à l'ONF. Un stage rémunéré d'1 an à la télévision de Radio-Canada, soit en réalisation ou en journalisme. 5 000 offerts par la Société Radio-Canada et un stage en montage vidéo chez Bellevue Pâté d'une valeur de 5 000 Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000 Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 Prix de l'UNESCO d'une valeur de 3 000 Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 Prix du public du Journal La Presse d'une valeur de 2 000 Une charmante madame bolivienne voulait m'inviter chez ses amis, mais trouvait que je faisais trop dur avec mes jeans et mon linge en Gore-Tex. La gringa s'est fait remarquer cette journée-là. Non seulement la gringa s'était fait remarquer, mais elle a aussi fait rire bien du monde. Habillée comme une véritable bolivienne, elle est donc partie avec cette dame assister à un baptême. Elles ont bien bu, elles ont bien dansé, elles se sont beaucoup amusées, mais quand est venu le temps de tourner,
Marie-Claude était prête. En Bolivie, j'ai laissé mon guide touristique, mais je vous jure qu'il est écrit à l'intérieur de ce guide d'aller visiter la prison comme attraction touristique. C'était très surprenant, mais en fait, il y a bien des choses qu'on trouve en prison que je pensais jamais trouver. La prison de San Pedro a été construite en 1887 et puis abandonnée aux criminels, aux innocents, aux trafiquants et aux gardiens les plus corrompus. Une ville à l'intérieur de la ville, peuplée par des criminels et dirigée par des criminels. Une gigantesque cellule dont le gouvernement a perdu la clé, mais de toute façon on n'en a pas besoin parce que les prisonniers s'enferment d'eux-mêmes dans leur quartier pour pouvoir se protéger des autres. San Pedro, Saint-Pierre. Tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai ma famille. Les gens sont ici pour meurtre, vol, viol, chèques sans fond, drogue, accident de trafic. Ils vivent tous ensemble, gaiement. J'oubliais, il y en a aussi qui sont à San Pedro pour crime par association. Colombia, porque mi mamá está en el alto y no tiene plata. Por eso me dijo aquí. Les autorités ont décidé de laisser les enfants vivre avec leur père en prison pour améliorer leur sort. We are trying. We actually, we don't, but we have improved their life actually. À San Pedro, je voulais rencontrer Roberto Suarez, le plus grand fabricant de cocaïne au monde, qui s'est fait capturer en 1988. Il a offert de payer la dette nationale de Bolivie en échange de sa liberté, mais ça n'a pas marché. On m'a dit qu'il a des choses à dire, des politiciens américains à dénoncer. Il a vieilli, paraît-il, et il a des voisins turbulents. And most of them have, when they were under the influence, right, they've killed. Most of the parents who have kids here have that situation. Everybody knows that here you can get drunk and stuff. Yes. Les chanceux peuvent dormir à la garderie avec tout ce qu'ils possèdent, sous la surveillance occasionnelle de quelques bénévoles. Les moins chanceux doivent dormir dans les cellules avec le reste de la population générale. Crime pour crime, moi je vole les images des sentenciers indirects pendant que les parents ne sont pas là. La mère morte, malade ou partie, les enfants trouvent un refuge à la prison avec leur père. L'enfance entre quatre murs et une fenêtre artificielle, une serrure et la moisissure. L'alternative, c'est la rue. Ils sont 3 à vivre ici et à dormir avec le chat. Le père et ses 2 filles. Le frère aîné a dû sortir, il avait 13 ans, il était devenu trop grand. Il est dans la rue maintenant, il est libre. Je n'étais pas là à Noël, mais ils m'ont donné une bonne idée de ce qu'ils veulent. Una ayuda. Necesitamos también ropa necesitamos ropa. Le roi de la cocaïne a vieilli. Il a peur des gardes et du sergent-major. Il est un peu saoul, peut-être stone, on trouve tout en prison. Et puis je me rends compte qu'il n'a de toute façon pas grand-chose à dire, à part qu'il est innocent, évidemment, et que les politiciens américains sont corrompus, ce qu'on sait déjà. Il me dit bonjour et me laisse avec ses voisins. Je ne dîne pas avec eux, mais je sais que c'est une bonne journée aujourd'hui. Un jour sur 2, il y a un repas après la soupe. La psychologue veut promouvoir un bon climat familial. Alors tous les enfants doivent souper avec leur papa. Mais leur papa ne reçoit que 20 sous par jour et doivent trouver de quoi payer un souper. Mange, petite. Ce soir, c'est vache maigre. Si tu voulais vivre mieux, il aurait fallu choisir un père narcotrafiquant. Avec un peu d'argent, on achète des conforts en prison. D'ailleurs, tous payent. Toi, tu devrais travailler. Il y a des magasins à San Pedro qui appartiennent aux prisonniers les plus riches. Tu trouveras moyen de faire 1 ou 2 sous par jour. En entrant ici, j'espérais un scoop politique. Et j'ai trouvé des enfants qui sont chanceux de vivre dans une des pires prisons du continent. Mal à l'aise, j'ai filmé des portraits de famille un peu indécents, en pensant qu'il y a des endroits et des moments où le relativisme ne devrait pas avoir sa place. Alors, quand on dit qu'on ne choisit pas ses parents, hein. Marc? Oui, le choix difficile entre la prison ou la rue, hein, lequel choisir. Ma foi, je trouvais ça difficile d'être juge jusqu'à présent, mais dans les circonstances comme ça, je trouve ça merveilleux. Ce qui est difficile de dire, c'est de dire tout le bien dont on en pense. D'arriver avec si peu de moyens dans la course à faire le tour d'une question, à être sensible, intelligent, à pas s'attarder à un sujet si on voit que c'est pas ça, à faire le tour, à bien regarder, à observer. Moi, ça me dépasse. Si on donnait des notes, par exemple,
au reportage. Non, à la télévision. Excuse-moi. Jean-Pierre. Je disais qu'il y a deux grandes familles, les auteurs et les journalistes. Marie-Claude, c'est la représentante là, typique, le journaliste, qui ne sont pas moins personnels que les auteurs. Là. Moi, ce que je trouve, c'est qu'elle a déjà sa griffe. C'est plein de vie. Devant la caméra, ça déborde de chaque côté de l'écran. Il y a une masse d'informations, c'est jamais lourd. Elle n'arrête pas de parler, puis on n'est jamais, on ne ploie jamais. Et puis, sa structure. Donnez juste un exemple. Elle parle du cahier de Suarez, elle ne le montre pas tout de suite, et quand elle arrive à la fin, ça donne une dimension. Oui. Elle arrive à dire beaucoup en peu de temps. Elle est très efficace. Son commentaire est précis, concret. Elle a du rythme. Elle a une caméra qui est proche, qui est vivante. Elle utilise des images comme le journal. C'est une très bonne journaliste. Je trouve qu'elle travaille très, très bien. Mais son efficacité m'étonne. Elle est vraiment bonne. Combien? 18. 18. 19. 19. 18. 18. Alors, pour un total de 55. Il y a 3 ans, lors de la course des Amériques, Nathalie Goulet avait tourné dans cette même prison, s'intéressant plus particulièrement aux Occidentaux qui s'y trouvaient. Alors, elle nous en parle tout de suite après un extrait de son film. Nous sommes 2 Français incarcérés depuis 17 mois en Bolivie, à La Paz. Nous avons été arrêtés pour un autre motif que la drogue. Pour des raisons d'éthique, l'identité de ces Français ne sera pas dévoilée. Selon les relations diplomatiques avec le pays, un étranger reste plus ou moins longtemps. Un Américain ou un Allemand reste pas plus d'un mois en général. Nathalie, c'est la même prison. C'est la même prison, ça n'a pas changé beaucoup. Ça a toujours l'air d'être 3 fois surpeuplé. Ce qui a changé, c'est que les enfants habitent maintenant avec les pères. As-tu gardé le contact avec ces 2 Français? Ben oui. Ils m'ont écrit récemment pour m'annoncer qu'ils ont une belle peine de 10 ans sur le dos. Quand j'y étais, déjà, ça faisait 17 mois qu'ils étaient incarcérés. Ça fait déjà 3 ans. Tout ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des Canadiens là-bas? Oui, il y en a un qui a passé 10 ans pour une sentence de drogue. Je pense que tu as fait des recherches. Combien est-ce qu'il y a de Canadiens incarcérés à travers le monde? 499, dont environ 300 aux États-Unis. C'est un nombre vraiment très haut. Si on veut faire quelque chose pour les aider? Si on veut faire quelque chose, on peut appeler aux opérations consulaires à Ottawa. Peut-être qu'à travers la valise diplomatique, on peut leur faire parvenir des choses. Merci Nathalie Goulet, merci beaucoup. Merci. Attention, dans le journal La Presse d'aujourd'hui, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Facsimilé accepté, pas de photocopie. En répondant correctement à la question, vous pourriez gagner chaque semaine un certificat cadeau de 150 $ offert par Ulysse, la librairie du voyage. En plus, vous recevrez le livre de la course, publié aux éditions Saint-Martin. C'est pas fini. Lors de la dernière émission, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus. 2 personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France à la découverte des mystères de l'Inde du Nord et du fabuleux Kenya. Il s'agit d'un prix de 16 350 $, une gracieuseté d'Air France et du Club Aventure. Bon voyage. En réponse à la question de la semaine dernière, ce sont les îles Galapagos qui faisaient l'objet d'un reportage. Le nom de la personne gagnante apparaît en ce moment en bas de l'écran. Cette semaine, nous vous demandons combien de femmes a le sultan du reportage de Marc Forgette. Combien de femmes a le sultan? Et concernant le livre de la course, il sera disponible début novembre. On vous en reparle en temps et lieu. Un coup d'œil au pointage de la semaine. Maintenant, on remarque que c'est Marie-Claude Harvey qui a obtenu la plus forte note. 55 points pour Une histoire de famille. Marc Forgette, 51 points pour Une journée dans la vie du sultan. 50 points pour Jennifer Allune, Mort d'un papou colonisé. 48 pour l'Abitibi à 3 voix de Sophia Borovchik. 47 pour L'angle mort de Jacques Blondin. Et 39 pour le film tourné en Polynésie que nous a fait parvenir Gérald de Gilbert. Si on reporte tout ça au classement général, vous remarquerez qu'ils ont tous tourné 4 films. Marie-Claude Harvey en première position, 209 points, 87,1 de moyenne. Très forte moyenne, du jamais vu jusqu'à maintenant à la course. Ex-aequo en deuxième position, Marc Forgette et Sophie Lambert, 194 points. Et puis là, ça descend un petit peu. En quatrième, Jennifer Allune, 179 points, suivi de très près par Louis Perpignan-Huard avec 177 points. Jacques Blondin, 170, Sophia Borovchik, 167, Gérald de Gilbert, 162. Les filles, jusqu'à maintenant, ont obtenu 749 points, les garçons, 703, une différence donc de 46. C'est au tour de Sophie d'être en relâche cette semaine, alors voici ce qu'elle nous a fait parvenir. Excusez-moi,
Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un Canadien avec une couette comme ça, avec l'air un peu désabusé de la vie? Ah non. Non? Merde. Il était sorti. Vous n'avez pas envie de me parler un peu? On s'est raté. Vous en aurez déduit qu'ils se sont vus, mais à peine 5 minutes. Sophie partait pour Moscou et Marc arrivait d'Afrique. Il en a profité pour nous faire parvenir cette tour Eiffel, qui est en réalité une lampe et qui viendra grossir sa collection d'objets quétaines. Louis Perpignan-Huard aussi est en relâche cette semaine. On se rappellera qu'il avait connu un début de course assez difficile. D'ailleurs, il s'explique à ce sujet-là. Oui, comme tu le dis, mon début de course, ça n'a pas bien été. Puis je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que il y a une éventualité qui nous arrive qu'on ne se prépare pas, qu'on ne peut pas se préparer même dans nos 6 semaines de préparation. On arrive sur un lieu, on a 3 sujets, puis on réalise une fois sur place qu'aucun des 3 est possible à réaliser. Donc, quoi faire? Là, il faut savoir faire une histoire à partir de rien. Puis ça, c'est pas évident. Je pense que ça, fur et à mesure que j'avance dans la course, que je vais prendre l'expérience, que je vais savoir comment faire une histoire à partir de rien. Aujourd'hui, c'est du Musée des Beaux-Arts de Montréal qu'une jeune comédienne de talent nous livre ses commentaires sur la course, Geneviève Rioux. Bonjour. Ben moi, il faut que je vous dise que les gens qui font la course, je les admire. Puis j'aimerais ça qu'un jour, on envoie une équipe pour les filmer. Mais en attendant, il y a quand même 3 reportages cette semaine qui nous sont restés en mémoire. Il y a Jennifer Aline, dont la narration très émotive, elle n'avait pas peur de nous montrer les étapes qu'elle a traversées durant sa semaine chez les Néo-Papous. Ça m'a beaucoup touchée. Il y avait Marie-Claude Harvey pour les images absolument vivantes. Elle n'a pas peur d'aller près des gens, les enfants, tout ça. Ils sont sujets à cette prison. Moi, j'ai été bouleversée parce que je n'y croyais pas jusqu'à la fin. Je me disais, c'est un gag, c'est pas possible. Et puis, il y a une Marc Forgette. Bon, moi, je suis une fan. J'adore son humour. Il est libre. Il s'amuse, il nous amuse. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a fait avec son sultan. Alors, pour terminer, je dirais seulement aux participants qu'il y a une chose que j'ai remarquée. Je trouve que ça parle beaucoup et surtout beaucoup trop vite. Alors moi, je vous dirais, ne faites pas comme moi. Prenez votre temps, vous avez des choses intéressantes à dire et respirez. C'est déjà terminé. Merci à vous 3. Christiane, Marc, on se retrouve la semaine prochaine. Quant à nos concurrents, la semaine prochaine, où seront-ils? Eh bien, Louis Perpignan-Huard nous présentera un sujet tourné à Montréal. Sophia Borovchik est à l'île d'Hokkaido, au Japon. Marie-Claude Harvey à Santiago, au Chili. Gérald de Gilbert au Pérou, à Lima. Marc Forgette nous présentera un sujet de sélection tourné à Salem, au Connecticut. Et Sophie Lambert sera à Saint-Pétersbourg, en Russie. Je vous rappelle la question, combien de femmes a le sultan? Au revoir, à la semaine prochaine.